Bonjour à tous. Réforme institutionnelle et constitutionnelle au Togo. Un refrain vieux de plus de 10 ans, mais non encore entonné. Pourquoi les réformes politiques, les majeures en tout cas, se font-elles désirer? Tentative de réponse avec notre invité de la semaine, Christophe Padou Mbekou Tchao. Bonjour. Bonjour. Honorable député à l'Assemblée nationale, vous êtes le président du groupe parlementaire uni, le parti au pouvoir au Togo, ancien ministre notamment des Sports. Merci de votre disponibilité. Merci également pour l'invitation. Je crois que je suis véritablement heureux d'être avec vous et nous tenterons au cours de cette émission de donner assez d'éclaircissements à vos auditeurs, à tous ceux qui vont suivre cette émission. Et une petite parenthèse avant de revenir au Togo, une petite parenthèse, nous allons en France pour parler des législatives et des leçons à tirer de la razzia Macron. Alors, honorable, vous avez suivi donc depuis le Togo ces élections législatives balayées par le mouvement En Marche. Alors, première question, quelles leçons tirez-vous de cette victoire de Macron d'abord à la présidentielle et puis la victoire, on va même dire le raz-de-marée de son parti aux élections législatives? Oh, merci. Je pense que c'est avec beaucoup d'intérêt qu'on a suivi les élections en France. En réalité, je crois qu'il y a eu, j'allais dire, quelques petites erreurs de politique. Ça arrive. Par rapport à la droite, c'est vrai, ils avaient toutes les chances pour pouvoir remporter ces élections, vu que le PS, avec les 5 ans du président Hollande, a connu beaucoup de difficultés. Et ça fait qu'ils ont perdu du terrain. Donc la droite, tout le monde pensait que les Républicains, l'UDI, devaient logiquement remporter cette élection présidentielle. Avec le candidat Fillon. Avec le candidat Fillon. Mais malheureusement, le Fillon a été rattrapé par les affaires. Et je crois qu'en cours de route, s'ils avaient pu trouver une solution de substitution, ils auraient pu s'en sortir. Parce que Macron, on ne le voyait pas venir. Étant dit que son parti existe depuis seulement 1 an, et ce n'était pas un parti véritable, c'était un mouvement. Donc, on n'avait pas pensé que ça allait véritablement marcher. Alors, mais la chance qu'il a eue, c'est de se retrouver au deuxième tour avec Marine Le Pen. Et la politique de l'extrême droite, qualifiée comme extrême droite, fait peur. Fait peur aussi bien aux Français qu'aux Européens. Oui. Et même nous qui ne sommes pas directement concernés, on a aussi des craintes. Des craintes, oui. Bon, donc je crois qu'il y a eu une mobilisation contre la position du Front National. Ça veut dire qu'en politique, il faut un peu de chance aussi pour réussir. Bon, oui, il fait un peu de chance, parce que Macron, réellement, si c'était retrouvé au deuxième tour, peut-être avec Fillon, ça pouvait changer. On ne sait pas dans quel sens les électeurs allaient voter, mais le fait de se retrouver au deuxième tour avec Madame Le Pen, ça lui a donné toutes les chances parce que tout le monde était mobilisé, même ceux qui ne votaient pas, comme nous qui étions en Afrique ou en Europe, mais les gens priaient ou bien les gens souhaitaient que ce soit Macron qui soit élu. Et je pense que ça a beaucoup joué en sa faveur. Le fait de se retrouver au deuxième tour avec Madame Marine Le Pen, qui est qualifiée d'extrême droite de son parti, ça a favorisé donc son élection. Alors maintenant, pour les législatives, c'est vrai que c'est une tendance qui est très générale en France. Lorsqu'un président est élu, automatiquement, la plupart des électeurs se rapportent sur les législatives en faveur de son parti. Puisque, de façon générale, il faut donner la possibilité les moyens au président élu de mettre en application tout son programme qu'il a déroulé au cours de la campagne. Je pense que... Mais la victoire est écrasante. C'est vrai, la victoire est écrasante. Pour le moment, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Mais c'est dû au fait qu'il a raflé aussi bien à gauche, au centre, à droite. Le fait de prendre des ministres dans ces formations politiques, ça a mis en difficulté ces formations. On voit que le PS s'effondre totalement. La droite qui essaie de résister, mais très difficilement, et l'extrême droite aussi qui s'est effondrée. Donc, le fait d'avoir pioché un peu partout pour composer son gouvernement, ça agit sur ces partis et ça agit sur les candidats de ces partis au niveau de ces législatives. Bon, maintenant, quelles leçons on peut tirer? Je crois qu'il est trop tôt pour tirer les leçons parce que l'exercice du pouvoir est toujours confronté
à certains écueils. Maintenant, c'est au bout de 5 ans, on verra si ce nouveau parti qui est créé et qui a pu rassembler au-delà des clivages politiques gauche-droite pourra résister dans le temps, pourra résister dans la gestion du pouvoir. Et si ce n'est pas le cas, malheureusement, je suis certain qu'aujourd'hui, et la gauche française, la droite française vont chercher à se réorganiser après ces législatives. Vu qu'ils ont perdu suffisamment de terrain, vu qu'ils ont perdu des militants, certainement qu'ils vont réfléchir à la façon de recentrer leur formation politique pour repartir à l'assaut du pouvoir. Oui. Donc c'est au bout des 5 ans à venir qu'on saura si l'effet Macron peut résister dans le temps, peut résister à la gestion du pouvoir. L'effet Macron qui s'est appuyé, vous l'avez dit, sur 2 mots, le rassemblement, l'union. Des mots qui se retrouvent au cœur de votre parti également, hein? Le rassemblement d'abord, puis union. Oui, tout à fait. Vous savez, unir est né dans la foulée de ces 2 vocables-là qui nous sont véritablement chers aujourd'hui. Vous-même, vous avez constaté qu'au niveau du Togo, on a connu beaucoup de divisions, beaucoup de querelles, et surtout après la mort du père de la nation, feu président Yadema, il y a eu beaucoup de déchirements. Donc, unir est venu dans cet esprit-là de rassembler plus large. Et si vous constatez aujourd'hui au niveau de UNI, vous voyez que nous avons ratissé au-delà des militants du RPT. Oui. Il y a des gens qui étaient dans d'autres formations politiques. Il y a des gens qui n'étaient pas étiquetés politiquement et qui, avec la création de UNI, se sont dit, voilà, avec cet esprit nouveau, nous allons également y adhérer, nous allons nous y mettre pour qu'on puisse ensemble construire ce pays. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, au niveau du Togo, vous voyez qu'avec l'UFC, nous sommes mis ensemble pour pouvoir conduire les affaires de ce pays. Et la main du président Faure qui a créé UNIR a été largement étendue à tous les partis politiques. Bon, il y en a qui ont répondu, il y en a qui ont hésité, mais cette main est toujours tendue. Et c'est avec plaisir que nous allons travailler avec tous ceux qui veulent. On va en reparler, le temps de refermer le dossier français sur ces législatives qui sont marquées par la résidence des partis traditionnels, vous l'avez dit, le Parti socialiste et la droite, qui ont totalement été laminés, de même que le Front National. Alors, quelles leçons vous tirez? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette défaite des partis traditionnels et de la nécessité de la régénération des partis politiques en Afrique et des hommes à leur tête? Oui, non, je crois que la première leçon qu'il faut tirer, Macron est dans le gouvernement de Hollande. C'est ça. Alors, chez nous ici, lorsque vous demandez à un parti de venir pour qu'on puisse construire, diriger ce pays, mais on pense que gouverner avec le parti qui est au pouvoir, c'est s'allier avec le diable. Voilà, c'est s'allier avec le diable. Mais Macron, étant dans le gouvernement de Hollande, il a observé, il a travaillé, il a observé, il a vu certaines lacunes, il a vu certains points positifs, et je pense qu'il s'est inspiré de ça pour pouvoir lancer son mouvement qui aujourd'hui s'est muté en parti politique. La deuxième chose, l'effondrement des partis traditionnels, je pense qu'ils n'ont pas peut-être pensé à un moment donné qu'il fallait intégrer certaines préoccupations des Français dans leur programme. Parce qu'ils sont restés sur les clivages traditionnels, sur les préoccupations traditionnelles. Or, la société évolue et les problèmes naissent avec cette évolution. Donc Macron a vite fait de prendre en compte ces préoccupations des Français, le problème d'insécurité, le problème de baisse d'emploi, et tous ces problèmes, il les a intégrés et il s'est totalement rapproché de la population. Donc je pense que ça lui a donné un plus. Mais, comme je l'ai dit, je suis certain que les partis traditionnels, notamment la droite et la gauche, le PS, les Républicains et l'UDI, vont, à partir de cette débâcle, se réorganiser. Et je suis certain qu'ils vont répondre présent. Mais en Afrique, ce que nous pouvons tirer, c'est qu'il faut toujours être aux côtés des populations. Il faut être à l'écoute des populations.
Et je pense que nous, ici au Togo, vous savez, UNIR est né il n'y a que 5 ans. Donc c'est encore très récent. Mais c'est dans cet esprit-là que nous avons estimé que pour prendre en compte les pouvoirs d'aspiration, pour ratisser large, il fallait quitter le RPT pour aller vers une nouvelle formation afin de répondre de façon présente par rapport aux préoccupations des populations togolaises. Merci Christophe Parou Kouchao. Nous allons revenir donc justement au Togo pour parler des réformes politiques qui sont toujours attendues. On va reprendre les événements à partir de la proposition de loi introduite à l'Assemblée nationale par 2 partis d'opposition, notamment ADI et ANC. Honorable, selon vous, est-ce que cette nouvelle proposition de révision constitutionnelle est une diversion, une provocation ou un projet sérieux? Non, je ne dirais pas une diversion. Pour moi, je crois que c'est une préoccupation que ces partis politiques ont voulu exprimer. Laquelle préoccupation est une réflexion, aussi bien au niveau du parti UNIR. Tout le monde y réfléchit. Tout le monde est d'accord qu'il faut opérer des changements en matière de révision constitutionnelle. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais c'est la procédure. Comment y arriver? Comment procéder? Je pense que c'est à ce niveau que nous n'arrivons pas à nous entendre. Donc, ici, ce que les collègues ont introduit comme proposition, ça a été reçu. À notre niveau, nous avons tous regardé avec bienveillance. Bienveillance, vous dites, mais c'est un projet qui a été bloqué. Attention. Lorsque vous dites bloqué, je ne partage pas très bien cet avis. Le projet n'a pas été bloqué. Vous savez que ce projet, il n'est pas nouveau. Il avait été déjà introduit par 2 fois. Dans un premier temps, c'était le gouvernement qui avait rassemblé les acteurs politiques à Togo Télécom. Il y a eu des discussions. Malheureusement, les partis politiques qui étaient censés discuter, trouver un compromis, un consensus, ne sont pas arrivés. Et le gouvernement a renvoyé cela à l'Assemblée nationale parce que le chef de l'État avait estimé, dans son discours, il avait estimé que ça devait être le lieu idéal de discussion et donc d'aller vers le consensus. C'est pour ça que le gouvernement, dans l'exposé des motifs, avait indiqué clairement que les partis politiques n'ayant pas pu trouver un consensus sur les réformes politiques, ils nous renvoient ce projet pour qu'à l'Assemblée, nous puissions y arriver. Malheureusement, à l'Assemblée, on avait été bloqué sur certains aspects de la rétroactivité de cette loi. Et c'est nos amis de l'ANC qui avaient pratiquement fait bloquer ce projet à cause de cette rétroactivité. Ce n'était pas nous qui l'avons bloqué. C'était l'ANC qui avait fait bloquer cela. Parce qu'à un moment donné, quand il fallait aller au-delà, je me rappelle, et tout le monde aussi se rappelle, que le CAR et ADI, un parti d'opposition également. Voilà, qui sont des partis d'opposition, avaient proposé, au lieu de faire une rétroactivité qui partait de 2005, comme le proposait le CAR, on avait l'ANC plutôt, de partir de 2005, le CAR et ADI avaient proposé, mais faisons seulement juste un pas en avant, ils partent de 2010. Malheureusement, l'ANC avait rejeté. Oui, mais M. Tchao, à l'époque, vous ne vous êtes pas prononcé sur les propositions intermédiaires. Attention, la proposition intermédiaire, dès qu'elle a été proposée, l'ANC automatiquement l'avait rejeté. Pour eux, il ne faut pas 2010. Mais à partir du moment qu'il faut 2010, nous avions exprimé pour dire que cette loi devrait être impersonnelle. Il ne fallait pas viser un individu pour dire l'individu, ou bien le monsieur a fait 2 mandats, il ne doit pas être candidat. Non, il fallait faire une loi impersonnelle pour que tout Togolais, où qu'il soit, qui qu'il soit, s'il veut se présenter et s'il remplit les conditions, il le fait. Malheureusement, mais la position de l'ANC nous a fait que nous aussi nous sommes restés sur notre position. Après, ça a été reproposé. Enfin, elle a été réintroduite. Mais là encore, pourquoi ça n'a pas marché? C'est que avant, on a constaté que c'est le même texte qui est revenu. Donc, on n'a pas cherché un consensus au départ. Mais lorsque cette loi est venue, aujourd'hui, elle est là, je vais vous préciser que dans les discussions, nous avons rappelé la nécessité du consensus.
qui est j'allais dire une recommandation, presque. Une recommandation de l'accord politique global signé en 2006. Voilà, de l'APG, une recommandation de la conférence des évêques, la CEDEAO, nous renvoie également à ce consensus. Mais lorsque les débats ont commencé et nous avons estimé qu'il fallait trouver un consensus pour avancer, c'est encore l'ANC qui nous a demandé de leur montrer dans la constitution togolaise l'article qui impose le consensus. Nous ne sommes pas en mesure de le faire, puisque la constitution, vous pouvez lire du premier article au dernier, vous ne verrez nulle part, quelque part où c'est mentionné, qu'il faut un consensus dans les réformes. Donc, à partir du moment où vous nous renvoyez la Constitution pour rechercher le mot consensus, c'est que vous ne voulez pas. Mais du coup, on n'a pas pu avancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, au sein de votre parti uni, vous partagez les préoccupations des partis d'opposition qui veulent des réformes clés, notamment la limitation de mandat et le mode de scrutin à 2 tours. Nous partageons certaines préoccupations, puisque cela ne se limite pas seulement à cela. Mais quand vous voyez le texte, vous verrez que certains articles qui étaient contenus ont trouvé des préoccupations. C'est-à-dire leurs préoccupations ont été satisfaites. Dans le premier texte qui avait été envoyé, par exemple sur le problème du Sénat, on avait trouvé un compromis, un consensus. Sur le problème des élus locaux, on avait trouvé un consensus. Sur le problème du partage des richesses du pays sur l'ensemble du territoire, on avait trouvé un consensus. Mais sur ces 2 aspects, il fallait également trouver le consensus, notamment la limitation du mandat présidentiel et puis les élections à 2 tours. Au niveau des députés unis, qu'est-ce qui vous gêne, par exemple, sur ces 2 volets dans le projet, dans la proposition de loi des partis de l'opposition? Non, rien ne nous gêne. Mais il faut expliquer qu'il s'agit d'une procédure. Oui. Nous sommes 91 députés. Unir à 62 députés. Alors, l'ANC et les autres formations politiques, ça fait 29, c'est-à-dire l'UFC, ADI, le CAR, les non-alignés, ça fait 29. Pour opérer ces changements, il faut les 4/5e. Ce que dit la Constitution. Ça veut dire qu'unir seul ne peut pas. Si on n'a pas un consensus pour que les autres formations se joignent à unir, nous ne pouvons pas opérer de changements. Donc on a besoin des autres. Les autres aussi ont besoin de nous. D'où la nécessité de trouver ce consensus qui peut nous rassembler pour que nous puissions opérer ce changement-là. Mais le consensus doit se faire autour des idées que vous devez partager ensemble. Tout à fait. Et sur ces 2 points-là, la limitation du mandat et le nombre de scrutins, enfin, j'ai dit la limitation du nombre de mandats et le mode de scrutin, quel est votre avis sur le sujet? Mais notre avis, c'est qu'il faut limiter le nombre de mandats présidentiels. Mais en le limitant, il ne doit pas avoir de rétroactivité. Aujourd'hui, hier, je disais cela sur une radio, mais si vous prenez un militant de l'ANC et vous lui demandez que veut dire réforme, il vous dira réforme égale départ du président Faure. C'est comme ça. Chaque militant a son idée sur la question. Non, ça, pas les militants. Parce que le vrai problème ici, à partir du moment où les dirigeants de l'ANC, dans les discussions que nous avons eues à huis clos, disent qu'il faut partir de 2010 et 2005, c'est-à-dire en comptabilisant les mandats de 2005 du président actuel, 2010, ça veut dire qu'en 2015, il était fort clos. Puisque c'est comme ça qu'ils ont raisonné à huis clos. Donc ça veut dire que si leurs militants disent aujourd'hui réforme égale départ du président Faure, ça veut dire qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Parce qu'ici, ils ne le disent pas expressément, mais ils le disent de façon voilée, en mettant en exergue le principe de la rétroactivité. Mais le militant de l'ANC que vous prenez dans la rue vous dira que faire les réformes au Togo, c'est que faire partie du président Faure. Donc c'est pour ça que nous disons qu'il est important
que l'ANC change, ils changent dans leur mentalité, dans leur conception, dans leur façon de voir la façon de faire la politique au Togo. Ça veut dire que si les autres partis sont d'accord aujourd'hui sur le principe de la non-rétroactivité de la loi, UNI va pouvoir voter le projet de révision constitutionnelle? Mais je vais vous dire une chose. UNIR n'est pas contre les réformes. Ça, je vous le dis. Mais nous disons que pour opérer ces réformes-là, il faut que nous puissions trouver le consensus. Mais sans consensus, on ne peut pas opérer les réformes. Parce que, je l'ai dit, nous sommes 62. Mais vous avez besoin des 4/5e. Aucune formation politique ne revient les 4/5e. Mais c'est ça. Donc, pour pouvoir faire ces réformes-là aujourd'hui, c'est important qu'un consensus soit trouvé. C'est pour cette raison d'ailleurs que le blocage qui se fait au niveau de l'Assemblée, le gouvernement a estimé que la commission fait un travail de réflexion sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles est pour nous est bienvenue. Bienvenue pourquoi? Parce que les propositions qui sont faites aujourd'hui, c'est fait par deux sensibilités politiques, à savoir ADI et l'ANC. Donc il n'y a pas ça ne regroupe pas une frange importante de tous les acteurs politiques togolais. Au niveau du comité qui fait le travail aujourd'hui de réflexion sur les réformes, tout le monde se retrouve. Êtes-vous sûr que tout le monde se retrouve? Mais bien sûr, il y a des politiciens, l'opposition. il y a la société civile. Oui. Mais ce que je veux dire, dans les politiciens qui sont là-bas, vous avez des gens qui sont des opposants, qui ne sont pas forcément du parti au pouvoir. Ah bon? Ah oui. Qui sont des opposants de première heure. Si vous regardez les noms, vous verrez des opposants de première heure qui, à la conférence nationale, ont hurlé dans ce pays. Oui, mais qui sont demeurés opposants jusqu'à présent? Qui sont demeurés opposants? Qui, par exemple? Sambi Tové, c'est un opposant. C'est un opposant. C'est un exemple que je donne. Mais prenez la liste, regardez, vous verrez des opposants. Sambi Tové n'est plus un opposant. Parce mais que pourquoi il n'est plus un opposant? Son parti a des ministres au sein de votre gouvernement. Non. Si vous prenez l'UFC, aujourd'hui vous allez dire que l'UFC a des ministres, mais l'UFC à l'Assemblée nationale, puisque chaque parti se déclare sur une fiche que vous remplissez. Et pour eux, ils sont dans l'opposition, ils ne sont pas obligés de voter les lois que UNIR vote. Et ça se fait, on l'a vu. Ils ont voté certaines fois avec le cas l'ANC, certaines fois ils votent avec UNIR. Donc tout dépend du contenu de la loi. C'est une parenthèse. Alors, donc je voulais dire que quand vous prenez le comité, vous avez des universitaires, vous avez la société civile, vous avez des hommes politiques. Alors, ce texte-là, quand il va être finalisé, il atterrit à l'Assemblée nationale. C'est comme ça. Et lorsqu'il atterrit à l'Assemblée nationale, nous faisons des amendements. Aucun texte n'est venu du gouvernement, un projet de texte, sans subir des amendements à l'Assemblée nationale. Donc, quand il va arriver, nous avons la possibilité de faire des amendements. Et ces amendements, si nos collègues, leurs préoccupations ne sont pas prises en compte, leurs amendements seront les bienvenus pour que nous puissions en discuter. Donc vous préférez les conclusions de la commission chargée des réformes constitutionnelles et institutionnelles plutôt qu'une nouvelle proposition de loi de l'opposition, en clair? Ce n'est pas que je préfère. Ils nous l'imposent. Vous amenez un texte, une proposition de loi amenée par ces partis politiques. Vous voulez que les autres députés prennent cela pour acquis. C'est-à-dire que pour eux, leurs préoccupations doivent passer. Nous ne devons pas discuter, c'est non. Or, le consensus, ils ne sont pas prêts à aller vers la recherche du consensus. Dans ces conditions, qu'est-ce que vous voulez? Si vous ne voulez pas de consensus, vous voulez nous imposer un texte. Nous, on n'est pas prêts. Parce que ce comité a l'avantage, comme je l'ai dit, de ratisser plus large dans la réflexion. Si vous faites un peu de droit comparé, au Bénin, le gouvernement a mis en place un comité qui a réfléchi sur les réformes. Le texte a atterri à l'Assemblée nationale. Ils ont rejeté. En Côte d'Ivoire, c'est une commission mise en place par le gouvernement qui a réfléchi sur les réformes. Et ce texte a été voté, c'est allé au référendum ensuite. Vous prenez le cas du Mali. Le gouvernement a mis également une commission qui a fait un travail sur les réformes et ensuite le texte est venu à l'Assemblée nationale.
Mais un peu partout dans le monde, lorsqu'on veut faire des réformes, les gouvernements procèdent ainsi. Ça peut être une proposition de loi, mais à partir du moment où le consensus est impossible, parce que ceux qui ont fait la proposition ne sont pas disposés à rechercher ce consensus, le gouvernement central a nécessité de mettre en place cette commission qui va faire un travail qui ensuite viendra à l'Assemblée nationale. Oui, mais le problème de cette commission qui est chargée d'opérer les réformes, de proposer de nouvelles lois pour des réformes constitutionnelles et institutionnelles, son problème, c'est que sa composition est contestée. On en a parlé tout à l'heure, mais aussi il n'y a pas de chronogramme. Non plus, il n'y a pas de chronogramme. On ne dit pas quand la commission finit son travail. Ah, bon, alors, par rapport à la composition, un peu partout, c'est pareil. Hein. Quelle que soit la composition d'une commission, vous ne pouvez pas éviter les critiques. Les critiques, c'est normal en politique. Mais c'est le contenu, la qualité du travail qui compte. Mais dans la feuille de route, il n'y a aucune feuille de route de la commission. Non, j'en viens. On ne sait si elle va donner ses conclusions dans 10 ans ou dans 15 ans. Mais non. La qualité, d'abord, je disais, parle de la qualité du travail. Attendons de voir la qualité du travail qui va être proposé. Alors, si le travail qui va être proposé, il y a des insuffisances, comme je l'ai dit, mais à l'Assemblée nationale, nous allons étudier ces insuffisances, nous allons remédier à ces insuffisances pour que la copie soit bonne pour tout le monde. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, le chronogramme. Non, pour moi, il n'est pas, même si on n'a pas le chronogramme, on sait qu'un travail se fait par une commission. Parce que ça ne sert à rien de dire notre chronogramme, nous allons rendre notre copie tel jour et dans les faits, vous ne serez pas en mesure de respecter ce chronogramme-là. Nous attendons de voir quand est-ce que le travail va être fait, puisqu'il est en train d'être... puisque la commission est âgée de vous. S'il n'y a aucun délai, est-ce qu'il ne faut pas craindre que ça va s'éterniser Ça ne peut pas s'éterniser. Parce que vous avez vu dans ce pays un travail qui a commencé et qui s'est éternisé. Non. Mais il y a des commissions qui n'ont jamais rendu le rapport. Mais non. Mais du droit comparé pour droit comparé, au Bénin, le président Talon a donné 1 mois à la commission qui a pondu... mais ils ne l'ont pas fait dans le délai d'1 mois, malheureusement. Parce qu'au départ, il a donné 1 mois, mais c'est allé jusqu'à 3, 4, 5 mois. C'est ça. Parce que le texte a été rejeté par le Parlement béninois il n'y a pas longtemps. Vous voyez? Mais il a donné un chronogramme mais qui n'a pas été respecté. Alors, donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire confiance à cette commission qui est en train de faire un travail. Nous attendons de voir la copie qui va sortir. Et je suis certain que cette copie-là, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa forme, s'il y a des imperfections, il y a des insuffisances, on aura la possibilité d'intégrer tous les amendements au niveau de l'Assemblée et d'avoir une bonne copie. Mais vos détracteurs disent que vous usez de ces commissions sans chronogramme, sans cahier de charge précis pour gagner du temps. Moi, alors, donc, si c'est ça leur intention, mais qu'ils soient alors prêts à aller vers le consensus. Mais si vous refusez le consensus, mais vous savez que les autres usent de la commission. Alors, pour les contrecarrer, soyez consensuels. Dites-nous, je veux qu'on trouve un consensus à partir de vos propositions. Faisons le consensus. Oui, mais les autres ont fait des propositions. Pourquoi, à UNI, vous ne faites pas une contre-proposition? La contre-proposition, c'est quoi? Nous préférons l'article libellé de telle sorte. Mais vous le dites sur les médias, mais à l'Assemblée, vous ne le dites pas. Mais non, c'est ce que nous avons dit à l'Assemblée. Nous leur avons dit que nous voulons un article qui ne soit pas écrit contre un individu, contre une personne. Mais c'est simple, il faut éviter votre la rétroactivité. Mais si, quand nous étions à l'étude de cet article-là, nous avons demandé d'enlever totalement tout ce qui peut empêcher X ou Y d'être candidat s'il le souhaite. Est-ce que vous avez proposé votre formulation? La formulation, c'est quoi? Mais il faut d'abord discuter que le principe soit acquis, c'est-à-dire que dans le débat général, puisque quand un texte arrive, on fait un débat général avant d'aller à l'étude particulière. C'est-à-dire, dans le débat général, il faut d'abord arriver à accepter l'autre avant d'arriver à la formulation. Si déjà dans le débat général, vous rejetez mon idée, vous voulez une rétroactivité de votre proposition, mais moi, je ne peux pas aller vers la formulation.
Oui, Vous comprenez, c'est ça le problème. Est-ce que la rétroactivité est du ressort de l'opposition? Il revient à la Cour constitutionnelle de constater si la loi peut être rétroactive ou non. Pourquoi vous vous en référez à l'opposition? Mais la Cour constitutionnelle fait quoi? La Cour constitutionnelle applique. Nous sommes dans le cadre de la Constitution. Oui. La Cour constitutionnelle n'apprécie que par rapport à ce que la loi dit. Elle apprécie par rapport à la Constitution. Mais si déjà dans la Constitution, nous n'arrivons pas à nous entendre et nous écrivons I, mais la Cour constitutionnelle dira que voilà, c'est I qui est mentionné dans la Constitution. Mais c'est ça, parce que vous savez ce que vous dites. L'opposition l'avait dit qu'ils vont trouver un accord politique. Si le président Faure voudrait se présenter, il ne faut pas que ça soit bon, eux, on mettait la rétroactivité, mais parallèlement, on va aller chercher un accord politique avec l'ANC pour que le président Faure se représente. Ça n'a pas de sens. Vous êtes d'accord avec moi, ça n'a pas de sens. Pourquoi vous voulez que la rétroactivité soit maintenue dans la Constitution et bien dans votre proposition et que parallèlement, on aille rechercher un accord politique pour que si le président Faure veut se représenter, il puisse se représenter? Non. Vous souhaitez une constitution impersonnelle qui ne vise personne, mais le drame, c'est que la question de rétroactivité ou de non-rétroactivité ne concerne qu'une personne à l'heure actuelle. Non. En fait, ça, c'est dans la vision de l'opposition. Pour nous, l'impersonnalité de la loi, c'est que tous les Togolais doivent, lorsque la loi est votée, nous partons sur un pied égal. Tout le monde part à égal. Les compteurs sont à zéro. Tout le monde part sur le même pied d'égalité et tout le monde compétit sur le même pied d'égalité. Donc, nous ne visons pas un individu, mais c'est dans la limitation de mandat que nos collègues de l'ANC visent plutôt un individu. Oui, mais M. Tchao, pourquoi est-il intéressant de limiter le nombre de mandats, selon vous, puisque vous adhérez à ce principe? Non, mais je pense que en réalité, vous savez, au départ, nous avions estimé que la limitation de mandat, ce n'était pas une nécessité qu'il faut partager sur l'ensemble des pays. Parce que nous avons vu qu'en Europe, il y a des pays, quand le peuple vous fait confiance et vous renouvelle cette confiance-là, vous pouvez continuer par gouverner. On a cité le cas de l'Allemagne. L'Allemagne. Oui. Bon. Donc, c'était ça notre idée. Mais, vu j'allais dire, le caractère répétitif, vu le débat qui s'est instauré dans le pays, nous avons estimé que si l'unité, s'il faut rechercher l'unité politique à travers cette limitation, on était prêt à faire ce pas-là. Mais sinon, sur le principe même, la limitation de mandat, à mon avis, moi personnellement, Christophe Tchao, ce n'est pas démocratique. C'est le peuple qui, à travers les urnes, doit limiter tel ou tel gouvernant, tel ou tel parti politique. Moi, à mon avis. Mais vous êtes prêt à faire la concession? C'est une grande concession, puisque nous quittons une pratique démocratique qui est que ce soit le peuple qui puisse limiter les mandats de nos dirigeants. Ça, c'est ça. Et puisqu'on dit que le pouvoir, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Donc pour nous, sur le fait que c'est le peuple qui donne le pouvoir, on ne devrait pas limiter. Mais le débat a pris une autre tournure au Togo. Et UNIR a estimé que, au nom de l'intérêt général, nous étions prêts à faire un pas. Et c'est ce pas-là que nous avons fait pour que les autres également fassent un pas afin que nous puissions arriver à trouver le consensus. Oui, mais le principal argument de ceux qui veulent la limitation de mandat, c'est que quand on passe un certain nombre d'années au pouvoir, on s'éternise au pouvoir, il y a des réseaux qui se créent, il y a des mauvaises habitudes qui se constituent et qui bloquent la bonne gouvernance. Est-ce que vous ne partagez pas cette vision des choses, cette analyse? Mais est-ce que vous pouvez me dire qu'en Allemagne, il y a des réseaux qui se créent, c'est ça. Mais Merkel, en septembre, elle sera encore candidate. Elle va boucler 16 ans. Alors, mais à partir du moment où le peuple vous fait confiance, c'est que vous dirigez bien. Et à partir de ce moment-là, c'est votre programme de société, votre programme d'action qui guide le choix du peuple. Ici, en Afrique,
même si on estime que beaucoup ne peuvent pas maîtriser cela, mais c'est dans la gestion des problèmes de la population. Parce que ce qu'ils veulent, c'est de manger, c'est de trouver un emploi, c'est d'aller venir sur le territoire national. Mais lorsque ce minimum peut être fait par un gouvernement, le peuple vous juge dans les urnes à travers cela. Donc aujourd'hui, la durée au pouvoir, pour moi, le président actuel qui est là, il n'a fait que 2 mandats. Il n'a fait que 2 mandats. Mais quand on dit, quand on parle de durée par rapport à quoi? 2 mandats, on a en Afrique, on a en Europe, et même dans certains pays sur le échiquier international, des gens qui ont fait plus de 2 mandats et qui sont là. Et qu'il n'y a pas de problème. J'ai cité le cas de l'Allemagne en Europe. Il y a aussi d'autres cas qu'on peut citer. Vous ne pensez pas que dans ces pays, la démocratie est bien huilée, le processus électoral est maîtrisé, alors qu'en Afrique et dans les pays en développement, techniquement, il est difficile d'organiser des élections transparentes, propres, pour qu'il n'y ait pas de contestation? Mais vous savez, les contestations, généralement, c'est nous qui les créons. C'est nous qui les créons. C'est surtout particulièrement au Togo ici. Quand nous prenons le code électoral, je pense que s'il y a des imperfections, il faut agir au niveau du code électoral pour que ces imperfections-là soient corrigées, pour que le scrutin soit le plus transparent possible. Nul n'a peur de la transparence d'un scrutin. Nous voulons que le scrutin soit transparent pour que les problèmes qui sont liés aux élections ne puissent pas venir nous retarder dans le travail, dans l'application du programme. C'est vraiment notre souhait. Et nous sommes véritablement ouverts quand le mois viendra. Mais vous verrez que les partis ne s'en occupent pas du code électoral. Ce n'est pas ça. C'est le fauteuil, c'est tout. Mais pour parvenir au fauteuil, il y a cet aspect du code électoral dont vous avez fait mention, qui, à mon avis, est même beaucoup plus important que cette limitation 2 mandats ou 3 mandats ou 4 mandats. C'est ça qui est plus important. Travaillons sur l'ensemble du processus électoral. Si le processus électoral est fiable pour aller à des élections transparentes, je pense qu'on peut... On a les cas du Bénin, on a les cas du Sénégal, on a les cas d'autres pays comme le Niger. Mais ça veut dire que si nous travaillons sur le processus, l'ensemble du processus électoral, on peut arriver facilement à des changements, d'autant plus que sur ces réformes de limitation de mandat, on a des difficultés à aller vers un consensus. Et les principaux partis d'opposition sont réunis la semaine dernière au cours d'une conférence de presse pour demander l'ouverture d'un dialogue politique pour pouvoir régler ces questions de réforme une fois pour de bon. Au sein de votre parti UNIR, est-ce que vous souscrivez pour l'ouverture d'un nouveau dialogue politique? Vous savez, le dialogue, l'APG dont on fait cas. L'accord politique global. L'accord politique global. Nous étions l'acteur principal de cet accord politique global. Nous n'avons jamais peur des dialogues. Et pour aller vers ces réformes, le chef de l'État en personne avait instruit le Premier ministre de regrouper les partis politiques pour aller vers des discussions, vers un consensus pour ces réformes. C'est pour ça qu'il y a eu Togo Télécom 1 et Togo Télécom 2. Ça veut dire que Télécom 2 où vous avez refusé de parler. Là encore, c'est une autre... vous savez, le Premier ministre actuel, Klassou, était avec nous à l'Assemblée. Mais lorsqu'il est revenu, il nous a expliqué, il n'a jamais dit, UNIR ne parle pas. Mais lorsque ils étaient là et qu'un parti politique, notamment notre ami de l'ANC Dobrousse, l'index, on arrive sur un sujet donné. Mais un collègue l'index pour dire qu'est-ce que UNIR pense. Ce n'est pas comme ça, puisque c'est une table ronde où chacun prend la parole pour donner sa position. Une fois que ce n'est pas à mon tour, ce n'est pas à un collègue d'un parti politique de m'indexer pour dire qu'est-ce que je pense de ça. Il a dit, mais si tu continues par m'indexer, je vais rester sourd et muet. Parce que ce n'est pas toi qui y avait Monseigneur, c'est Monseigneur qui était le président, qui donnait la parole. Donc ce n'est pas à un collègue de dire à l'actuel Premier ministre, son excellence Klassou, de donner son point de vue, ou bien le point de vue de UNIR sur le sujet. Il a dit, si tu m'indexes encore, je vais rester sourd et muet. Mais ça a été mal interprété, ça a été c'est pas dans tous les sens. On en a fait une exploitation négative. Donc pour vous, le dialogue est permanent, alors que le chef de file de l'opposition dit ouvertement sur les médias qu'il cherche à rencontrer le président de la République, qu'il n'a pas reçu jusqu'à présent. Mais vous-même,
essayez de lire un peu l'histoire de ce pays. Alors, le chef de l'État l'a reçu. Oui, Il l'a reçu. Il a sollicité une nouvelle fois le rencontrer en tant que chef de file de l'opposition. Voilà, le titre chef de file de l'opposition. C'est à travers un texte, c'est un décret qui a été pris en application d'une loi pour lui conférer cette responsabilité. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il en fait aujourd'hui de cette responsabilité? On voit, vous avez vu le président du Ghana est venu ici. Est-ce que vous avez vu le chef de file de l'opposition aux côtés pour recevoir le président du Ghana? Non. Est-ce qu'il a été invité? Mais comment il n'a pas été invité? Le 27 avril, est-ce qu'il était présent? Bref, ça c'est une parenthèse. C'est pour dire qu'un chef de file de l'opposition, il faut être présent dans les manifestations officielles. Il faut parce que si tu veux user de ce titre pour rencontrer le chef de l'État, mais il faut user également de ce titre pour remplir les obligations que te confère cette responsabilité. Malheureusement, il ne le fait pas. Alors, pour rencontrer le chef de l'État l'a reçu. Il a soulevé un certain nombre de points. Le dialogue, nous sommes ouverts au dialogue. Tout ce qui peut amener la sérénité politique dans ce pays, UNIR est largement disponible. Et donc bien convoquer un dialogue, appeler les partis d'opposition et discuter. Non, mais ce n'est pas nous qui avons initié cette rencontre des 10 ou 11 partis politiques dont vous parlez. C'est une... je ne sais pas qui les a convoqués, qui a permis cette rencontre-là. S'ils veulent discuter avec UNIR, nous, on est prêts, on est disponible. On est disponible. Aller vers la recherche des solutions à nos problèmes, nous, on est prenants. Et on va parler aussi de cette cohabitation. Vous l'avez effleuré, hein, RPT est devenu UNIR et USC ensuite. Ça fait 7 ans que vous êtes ensemble. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec le vécu, les 7 ans de vécu, c'est un bon modèle à exporter vers tous les autres partis politiques? Je dirais que c'est une expérience qui a été vraiment fructueuse et qui a été très bonne pour notre pays. Alors, si vous vous jetez un coup d'œil rétrospectif, vous verrez que la tension qui existe dans ce pays, elle a véritablement baissé lorsqu'il y a eu un accord entre l'UFC et le RPT. Mais dans le temps, il y avait trop de violence. Trop de violence. On a perdu des frères, on a perdu des sœurs pour une certaine... Beaucoup de réfugiés après les élections. Voilà, on a vu aussi le cas des réfugiés pour une incompréhension de rien du tout. Et à partir du moment où l'UFC et le RPT se sont mis autour de la table pour discuter, ils sont arrivés à un compromis. Parce que en politique, quand les volontés s'expriment pour dire discutons, mettons-nous autour de la table. Si chacun vient avec la bonne volonté de faire un pas dans le bon sens, vous sortirez forcément avec un accord. Forcément. Même s'il est imparfait, il va être amélioré au fil des années. Nous avons fait un accord avec l'UFC. On a fait un chemin ensemble pendant 7 ans et je crois qu'il y a eu des effets positifs. Lors de du 27 avril, oui. Le 26, célébration de l'indépendance du Togo. Voilà, le 26 précisément, la veille de l'indépendance, il y a eu la projection du film de la visite du feu Sylvanus Olympio aux États-Unis, à l'hôtel Radisson Blu, de février. Mais je vous assure, le jour-là, tous ceux qui se sont exprimés, que ce soit le chef de l'État, que ce soit le président de l'UFC, Jirkis Olympio, ou l'ambassadeur des États-Unis, mais ça fait... tous ceux qui étaient dans la salle, tous ceux qui ont suivi l'événement, ça a eu un effet positif. On est sorti totalement métamorphosé pour dire que véritablement, ce pays doit être construit main dans la main. Il n'y a aucun parti politique qui peut ignorer les autres et construire ce pays tout seul. Si vous allez un peu vers le Sénégal, Wade a travaillé avec Abdou Diouf, le Parti socialiste qui était au pouvoir depuis l'indépendance. Donc, ça a permis de faire baisser la tension politique
Et lui, bon, il en a profité pour remporter les élections. Donc, un modèle à encourager. À encourager. Nous arrivons déjà à la fin de notre entretien. Mais avant de partir, généralement, nos invités se mettent dans la peau d'un autre. Aujourd'hui, on souhaite vous mettre dans la peau de Jean-Pierre Fabre. Si vous étiez le chef de file de l'opposition, vous étiez Jean-Pierre Fabre, comment feriez-vous pour obtenir les réformes institutionnelles et constitutionnelles qu'il souhaite? D'abord, je serais... si j'étais vraiment à la part de Jean-Pierre Fabre, bon, c'est vrai que c'est une question assez difficile, puisque est-ce que je souhaite être dans sa peau? Je dirais non. Mais comme la question est posée, je vais y répondre. Alors, si j'étais à sa place, la première des choses, je vais laisser de côté le langage extrémiste, le langage qui divise, le langage qui provoque. Je vais avoir un langage constructif. Et à mes troupes, je vais leur faire inculquer la notion de consensus, la bonne foi. Et à l'endroit des autres partis politiques, je serai un leader ouvert pour échanger avec eux, comprendre leurs préoccupations. Il y aura pas, je ne vais pas livrer des guerres à tel ou tel parti de l'opposition. Et à l'endroit du parti qui gère les affaires, qui est au pouvoir, je vais chercher à établir des relations avec le responsable de ce parti. Qu'on puisse discuter de temps en temps pour pouvoir échanger. Et je vais répondre présent aux manifestations politiques officielles. Aux manifestations officielles, je vais répondre. Parce que je veux que le peuple comprenne que je ne suis pas un leader de l'opposition dans un sens négatif, mais dans un sens constructif, positif. Voilà. Merci. Voilà ce que je serai. On espère qu'il aura suivi vos conseils pour pouvoir accéder au fauteuil présidentiel. Mais vous savez, on échange, parce qu'à l'Assemblée, il est juste à côté de moi. Oui. Et de temps en temps, je le taquine, on échange, on discute. À deux, on discute certains points. Et c'est sur les médias que ça se chauffe. Bon, sur les médias, là, si on était ensemble autour de vous ici, on ne va pas rire. Mais quand on sort, on va marcher main dans la main. Merci, honorable Christophe Padouhe-Kouchao. Merci d'être venu nous voir. Merci, c'était avec plaisir. Et j'espère qu'on trouvera d'autres opportunités pour passer également à échanger avec vous. Merci. C'est agréable. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention. Restez avec nous dans un instant. La seconde partie de votre forum sur votre chaîne préférée New World Info.